Aujourd'hui, on reçoit Carla dans Secret Sauce. Bonjour Carla. Hello! Bonjour. Carla, tu es créatrice de contenu, youtubeuse, entrepreneuse et également experte en marketing et en growth. Donc on est très content de t'avoir aujourd'hui. Et tu vas pouvoir nous parler un petit peu de comment tu gères en fait toutes ces activités et surtout de la crypto, parce qu'on te connaît sous le nom de Carlita Crypto. Eh ben, merci déjà pour l'invitation et avec plaisir pour discuter de tous ces sujets. Alors, donc tu as plusieurs casquettes. On va commencer justement par l'expertise en crypto parce que Carlita Crypto, aujourd'hui, tu as plusieurs milliers d'abonnés. Tu approches les 5000 si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la crypto et qu'est-ce qui t'a amené à créer ta chaîne? Alors moi, j'ai découvert les cryptos par le biais des NFT. Tout simplement parce que c'était la hype à un moment. Donc je découvre les NFT et après donc j'achète de la crypto pour acheter des NFT et donc après m'être fait scam sur des NFT, je continue de me renseigner en mode c'est quoi la crypto. Et du coup ça me passionne les valeurs de Bitcoin, la technologie de la blockchain, etc. Donc je me renseigne beaucoup et en même temps du coup je commence à moins sortir. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais qu'est-ce que tu fais? Et moi je dis bah, vous connaissez pas, c'est un truc ça s'appelle Bitcoin, la blockchain, c'est incroyable, vous devez trop connaître ça, etc. Et tous les gens ne connaissaient pas, donc ils me disaient bah, explique exactement qu'est-ce que c'est, tout ça. Donc je commençais un peu à expliquer comme ça. Et puis au bout d'un moment, je pars à Malte, mais vraiment pour un nouvel an, rien à voir avec la crypto. Hein. Et là-bas, j'ai rencontré des youtubeurs crypto. Et en fait, ils me disent bah, si t'aimes bien le truc et que tu l'expliques à tout le monde, pourquoi est-ce que tu fais pas une chaîne YouTube? Et sur le coup, en fait, moi, j'ai jamais trop regardé YouTube et tout, donc je prends ça un peu à la rigolade, en mode bah, ils sont sérieux. Enfin bref, voilà, je passe mon chemin, je continue ma vie. Et en fait, 2 mois plus tard, je me dis, mais au final, pourquoi pas, quoi. Et voilà, je lance la chaîne YouTube, etc. Trop bien. C'est un peu le début. Et aujourd'hui, en fait, tu es quand même considérée comme une experte dans la crypto. Et comment tu t'es formée et combien de temps ça t'a pris pour arriver à ce niveau-là? Bah, tu vois, c'est rigolo, mais moi, je me considère pas encore experte dans la crypto. Je pense que j'ai beaucoup plus. En fait, ça dépend toujours à qui tu te compares. Si tu te compares à quelqu'un qui sait à peine ce que c'est les cryptos, effectivement, on pourrait penser que je suis experte. Alors que si je me compare à des gens qui sont dans l'industrie, bah, je me considère pas forcément comme experte. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur les crypto-monnaies en général et sur toute l'industrie. Et en fait, comment je me suis formée? J'ai regardé au début des vidéos YouTube, tout simplement. Donc, j'ai regardé mais vraiment beaucoup de vidéos. Et après, j'ai fait pas mal de conférences aussi. Donc, j'ai commencé à me faire un espèce de réseau, puisque moi, je voulais aussi travailler dans la crypto. Et en fait, ça m'a aidé parce que du coup, il y avait deux choses. Il y avait à la fois, tu accumules des connaissances sur YouTube, sur des vidéos, en lisant des articles de blog. Moi, j'ai jamais lu trop de livres, pour le coup, sur les cryptos, mais j'ai lu beaucoup d'articles de blog, etc., sur ce qui se passait. Et à la fois, du coup, moi, je commençais à connaître des gens qui étaient aussi dans la crypto. Et donc, j'avais cette chance de pouvoir, quand je comprenais pas quelque chose ou que je trouvais pas la réponse sur Internet, de pouvoir aller leur poser la question. Donc, au début, c'est comme ça que je me suis formée, clairement. Ensuite, j'ai basculé aussi on va dire, mon domaine professionnel dans la crypto. Ce qui fait que toute la journée, j'étais entourée de gens crypto baignés dans l'industrie. Donc, ça m'a fait progresser aussi. Et puis en plus, les vidéos, en gros, regarder des vidéos, c'est une chose, faire des vidéos, c'est une autre chose. Et donc, si tu veux, si juste tu regardes une vidéo, je te parie que dans une semaine, tu l'as oubliée. Ok. 80% en tout cas de la vidéo, tu l'auras oubliée. Et du coup, ce qui m'aide le plus, et là où je retiens le plus de choses, c'est vraiment quand moi, je fais mes vidéos. Et c'est comme ça que, enfin, on pourra en parler après, mais que je choisis mes thèmes, etc. C'est que, en fait, moi, je vais deep dive des sujets que j'ai envie de comprendre et de connaître. Et en faisant tout ce travail de recherche-là, j'accumule en connaissances, etc. Et en essayant de le vulgariser, de le répéter, de l'expliquer, c'est là que en fait, j'apprends le plus, quoi. Ouais. Donc, je sais pas, genre pour répondre simplement à la question, en apprenant aux autres, j'apprends le plus. Mais c'est la meilleure manière en plus, parce Ouais. que tu arrives à... En fait, si tu n'arrives pas à assimiler des connaissances, si tu regardes une vidéo et que tu n'arrives pas à l'expliquer correctement à quelqu'un, c'est qu'au final, tu l'as pas compris. Donc là, en faisant ce travail-là, en fait, tu comprends. Donc c'est trop cool. Et on a parlé un petit peu de NFT. Donc tu es rentré dans le monde des cryptos par les NFT, tu as investi à l'intérieur. Est-ce qu'au tout début ou même maintenant, tu as une stratégie d'investissement? Alors, j'ai pas une stratégie. Enfin,
Ça dépend ce que tu appelles stratégie d'investissement. Moi, déjà, je ne fais pas de trading du tout. J'investis sur du long terme, tout simplement parce que déjà je ne suis pas spécialisée en analyse graphique, etc., même si je sais lire la base d'une charte. Et ensuite, parce que au final, je suis dans le domaine des cryptos que depuis 2 ans et demi, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus maintenant, mais donc je suis rentrée au dernier cycle. Donc, si tu veux, j'ai pas tout le background pour me dire, bah voilà, aujourd'hui, je sais bien comment investir, etc. Pour moi, même si je considère que j'ai, entre guillemets, des connaissances et un bagage en crypto, je ne considère pas que j'ai des connaissances en investissement. Tu vois, pour moi, c'est Ok. deux choses différentes. Et du coup, pour des stratégies d'investissement, moi, ce que je fais, c'est du DCA long terme. Et après, j'investis dans des narratives. Donc, typiquement, sur ce bull run-là, c'était tout ce qui est IA, reward asset, etc. Et du coup, je me dis, OK, ça, je pense qu'il y a un potentiel. Du coup, je sélectionne un ou deux projets dans ce truc-là. Ouais, d'accord. Voilà. Et justement, avec tout le contenu que tu consommes, finalement, comment tu fais pour garder une vision claire de ce qui se passe dans le milieu de la crypto? C'est quoi ta méthode de travail? Ma méthode de travail, en fait, je sais pas trop. Enfin, pour garder une vision claire, c'est simple. Déjà, je passe, je pense, facilement 8 heures par jour sur Twitter. Vraiment, Twitter, c'est une mine d'informations. Je comprends. Enfin, les gens qui sont dans la crypto, et enfin, dans la crypto, je pense enfin, poussés, entre guillemets, je comprends pas pourquoi ils sont pas sur Twitter. Parce que c'est là où il y a toutes les news, où il y a toutes les informations, où on peut apprendre plein de choses. Donc, je passe beaucoup de temps sur Twitter. Et après, j'ai pas de méthode de travail en particulier. Enfin, ça dépend pourquoi. Pour préparer une vidéo, je vais regarder beaucoup toutes les vidéos YouTube en anglais sur le sujet. Enfin, je sais pas, les 2 premières pages Google sur le sujet en anglais. Et après, je vais regarder aussi sur Twitter s'il y a des threads, etc., déjà explicatifs que je pourrais ne pas encore trouver sur Google. Et après, faire un gros mix de tout ça. Ouais, donc les vidéos en anglais, Twitter, ça reste les outils. Ouais, les- en anglais, je trouve qu'il y a plus de contenu. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de contenu anglophone que francophone aujourd'hui dans le domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc, pour moi, ça reste la base. Enfin, et c'est dommage d'aller. Enfin, c'est pour ça que j'avais décidé de lancer ma chaîne en français et pas en anglais. Aussi parce que je suis plus à l'aise, mais aussi parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu en anglais et les Français ne parlent pas souvent très bien anglais, tu vois. Et c'est dommage pour les gens qui veulent apprendre ou qui veulent se renseigner qu'ils n'aient pas de contenu dans leur langue. Ouais, et de toute façon, de manière générale, le meilleur contenu se trouve en anglais, hein. Quand on regarde que ce soit dans la tech ou même dans l'IA, nous les Français, on a tendance à regarder ce qui se fait ailleurs en anglais. Donc le meilleur contenu se trouve Nous, en anglais. enfin pourtant, je pense qu'on a aussi des génies dans certaines industries, IA, etc. Mais effectivement, tout le contenu qu'ils produisent est aussi en anglais, même s'ils sont français. Donc forcément, ça joue. Ouais. Ouais, l'industrie crypto en France, enfin le monde de la crypto, du Web3, on a quand même une très belle communauté. Je pense que tu peux confirmer. En Europe, la France est très bien positionnée. Alors nous, on a été plutôt, on va dire, on a mis un cadre assez tôt sur les cryptos, ce qui a au début, où on était un peu l'exemple. Enfin, la France a été un peu l'exemple et le moteur pour la régulation qui se met en place aujourd'hui dans toute l'Europe. Après, ça c'est toujours, est-ce que quand tu mets de la régulation, c'est bien, mais ça peut faire fuir aussi certaines entreprises de par les normes qu'elles doivent respecter et qu'elles ne sont pas en capacité de. Et donc, je pense que je sais pas. Enfin, pour moi, aujourd'hui, tu vois, si tu prends le top 10 top 20 CoinMarketCap, est-ce qu'il y a des projets français dedans? Je suis pas sûre. Donc, est-ce qu'on est si bien placé que ça? Je suis pas sûre non plus. En crypto, je parle. Après, en technologie, on a des technologies qui sont incroyables. Je pense notamment à un truc qui s'appelle le FHE, qui veut dire Fully Homomorphic Encryption, et une boîte qui est leader dans ce domaine-là qui s'appelle Zama, où en fait, ils sont français ils sont, enfin, c'est les premiers dans ce domaine-là et ils sont hyper innovants, etc. Dans la crypto, je suis pas sûre. Dans les technologies autour sur lesquelles va s'appuyer la crypto, peut-être sur certaines. Ouais, je pensais plus à la communauté en fait, mais tu as raison sur le market cap des cryptos. C'est vrai que la régulation, bon, c'est nécessaire, mais elle va parfois peut-être un peu trop vite, un peu trop loin. On le voit avec ce qui arrive pour les stablecoins au niveau de l'UE, qui est peut-être pas l'idéal, on va dire, mais on verra comment c'est appliqué. Et d'ailleurs,
toi, tu dis que ça fait 2 ans et demi que tu es dans la crypto. Tu le sais comme moi. Il y a très peu de femmes dans la tech et encore moins de femmes dans la crypto. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des remarques un peu sexistes ou désobligeantes? La fameuse question. La fameuse question, toujours. Je vais dire, du coup, je vais répondre à ta question en même temps plus sur la communauté que tu me posais juste avant. Mais donc, je pense que la communauté est vraiment très bienveillante. Moi, j'ai été très bien accueillie dans l'écosystème français crypto, blockchain. Tout le monde a été très sympa avec moi. On m'a tout de suite inclus dans des groupes. Si j'avais des questions, on me répondait, etc. Les gens m'ont soutenu. On m'a donné des conseils pour améliorer mon contenu aussi, ce qui était plutôt cool. Après, la question, il y a toujours des remarques, ça arrive, je veux dire, excusez-moi l'expression, vous allez peut-être me biper, mais il y a des cons partout, que ce soit en crypto ou pas en crypto. On te bipera pas. Mais du coup, voilà, donc effectivement, oui, c'est déjà arrivé. Après, pas tant que ça. Et d'ailleurs, je pense pas plus que dans d'autres domaines dans lesquels c'est majoritairement masculin. Ouais, ok. C'est vrai que la crypto est un monde plutôt bienveillant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup plus que dans la tech, je trouve, de manière générale. Et par exemple, au niveau de la modération dans tes échanges, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide? Est-ce que tu utilises un outil, un logiciel qui filtre potentiellement des commentaires pas sympas Non. Alors ça, je fais tout toute seule. Pour l'instant, je suis quasiment toute seule, sauf pour tout ce qui est demande de sponsor ou de partenariat, où je mets aussi quelqu'un sur les due diligence des projets pour pas être biaisée ou quoi que ce soit, mais sinon tout ce qui est commentaires, réseaux sociaux, etc., je fais tout toute seule. Et forcément que je tombe sur des choses méchantes, mais comme je tombe sur des choses aussi super gentilles, donc je pense que c'est plutôt équilibré. Après, il y a toujours il y a des filtres dans Instagram et tout pour les spams, mais typiquement les trucs méchants ne tombent pas dans les spams, en fait, ils tombent direct. Et après, en général, je lis. Si la critique est constructive, je la prends avec grand plaisir. Et d'ailleurs, franchement, 98% du temps, je réponds. Sauf si c'est vraiment insultant. Tu vois, s'il n'y a pas de réponse à avoir, je supprime, je bloque et voilà, on n'en parle plus. Mais c'est vraiment... Et encore que même, ça m'arrive pas beaucoup de bloquer. Enfin, vraiment, si j'ai bloqué quelqu'un, c'est parce que je pense qu'il m'a insulté publiquement ou des choses comme ça. Sinon, j'essaye d'être le plus neutre possible. Après, je vais pas dire que je m'en fous parce qu'on s'en fout jamais de quand on reçoit des trucs méchants. Il y a des choses, en tout cas, qui me touchent plus que d'autres. Ouais, ok. Et tu parlais de sponsors. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton podcast? Pas du tout. Alors aujourd'hui, je ne vis pas du tout de ça. Donc à côté, comme je disais au début... de ta chaîne, pardon. Oui, de ma chaîne. Comme je disais au début, moi aussi, je travaille dans la crypto. Donc aujourd'hui, j'ai un travail à côté où je suis social media manager pour une entreprise qui s'appelle Synapse. Et c'est ce salaire-là, entre guillemets, qui me fait vivre. La chaîne Carita Crypto ne me rapporte absolument pas d'argent, tout simplement puisque j'ai fait justement très peu de sponsors, très peu de partenariats. Et donc du coup aujourd'hui j'ai pas gagné d'argent, voire j'en ai perdu avec toutes les dépenses que j'ai faites pour avoir des vidéos de qualité, donc notamment les frais de studio, des frais de montage, des frais de miniature, tout ça. Ok. Et est-ce que tu voudrais que ce soit plus tard que ça te rapporte un peu d'argent, que tu voudrais un petit peu en vivre? Oui, pourquoi pas. En vrai, on va pas se mentir, c'est clairement aussi un des... c'est une passion de base, mais je mentirais si je dirais que je suis prête à dépenser de l'argent toute ma vie pour faire cette passion-là. À terme, j'aimerais bien que ce soit déjà à break-even, on va dire, et après que ce soit rentable et que ça me fasse, je sais pas, comme un tips à côté par mois, un bonus. Après, être full-time sur cette chaîne-là, je me suis déjà posé la question. Pour l'instant, c'est pas du tout une volonté. Je pense que pour ça, il faut avoir beaucoup plus d'abonnés, une plus grosse chaîne que la mienne. Donc, on verra avec le temps. Ouais. Et d'ailleurs, au niveau des sponsors, comment tu les choisis? Au niveau des sponsors, jusqu'à présent, j'en ai fait qu'une seule rémunérée, si je dis pas de bêtises. Toutes les autres étaient, quand j'ai parlé d'un autre projet, du coup, ça l'était pas, ou alors c'était des liens d'affiliation, mais du coup, je touchais rien. Okay. Donc, il n'y en a eu qu'une seule qui était avec Bubble Maps.
Je peux le dire, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est eux qui m'avaient contacté à l'époque. On avait des gens qu'on connaissait en commun. Ils m'avaient dit, est-ce que tu veux pas faire une vidéo? Et moi, je connaissais déjà du coup leur outil. Et je leur ai dit, bah, en vrai, ça me chauffe grave, etc. Et du coup, je leur ai fait un prix. Je leur ai fait une vidéo complète. Et si c'était à refaire, je le ferai avec grand plaisir parce que j'aime toujours ce qu'ils font. Et je connais les fondateurs. Et après, aujourd'hui, je dirais que c'est plus... En fait, je suis beaucoup démarchée pour des sponsors, des partenariats, mais c'est par des projets un peu loufoques, Ok. shady, etc. Donc, c'est pas forcément des choses que j'ai envie de mettre en avant. C'est pas des choses... Si j'ai envie de mettre en avant des choses qui correspondent à ma ligne éditoriale, typiquement, il y a plein de plateformes de trading qui m'ont contacté pour faire des partenariats, des sponsors, etc. Mais aujourd'hui, je ne fais pas de trading. Je ne vois pas pourquoi je mettrais en avant cette plateforme-là plutôt que, enfin, aujourd'hui, j'ai des liens d'affiliation avec Swissborg et Binance. Je trouve que c'est amplement suffisant pour un débutant. Donc, je vois pas pourquoi j'irais avec des plateformes de trading. Ce que je vais chercher, en gros, c'est vraiment juste des projets que j'aime bien. Et après, pourquoi pas leur envoyer un message, etc. Ça va être mon travail à partir de septembre. Ouais, ok. Donc en fait, tu choisis vraiment. Par exemple, imagine, aujourd'hui, je suis un sponsor, je t'offre un beau chèque contre une critique élogieuse. Tu prends ou tu prends pas? Je prends pas. Ok. Non, je prends pas parce que je pense que déjà, moi, contrairement à d'autres youtubeurs, pour le coup, qui sont en crypto, et je citerai personne, enfin, j'ai personne en tête même, mais je travaille dans ce domaine-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas juste une chaîne YouTube, j'ai aussi un travail dans ce domaine-là, et du coup, je dois être un minimum reconnu et respecté dans mon domaine, au risque de me cramer dans mon côté aussi professionnel, et pas que sur mon side business, comme vous dites. Ouais, ok. Voilà. Et justement, si on revient au début de ta chaîne YouTube, comment tu as commencé pratiquement? C'est quoi les défis concrets auxquels tu fais face quand tu décides de lancer une chaîne YouTube dans la crypto, en même temps tu te formes sur le sujet? Il y a des galères techniques, Ouais. tu as commencé directement dans un studio, tu as fait ça un peu chez toi, c'était quoi les débuts? Il y en a plein des galères au début, il y en a toujours. Déjà, le tout début, c'était les euh, devant la caméra. Oh là là, l'enfer. Je me rappelle, genre, la toute première vidéo, donc j'avais décidé d'enregistrer une vidéo, de me lancer. Donc, déjà, j'ai passé 4 heures à faire, vous savez, comment on appelle déjà sur YouTube, la photo de miniature, la bannière, voilà, à faire la bannière et tout. J'ai passé 4 heures, mais elle était moche, cette bannière. Enfin bref, voilà. Après, je me suis commandé un micro, mais moi, je connaissais pas du tout. Parce qu'en fait, le truc que les gens voient pas, c'est que quand tu es youtubeur, tu as beau être spécialisé sur un domaine. En fait, dans tous les cas, tu dois avoir double compétence avec tout ce qui est prod vidéo, création de contenu, technique, etc. Et moi, j'avais absolument pas de compétences dans ce domaine-là. Donc, du coup, j'ai acheté un micro, je comprenais rien. J'ai acheté un truc, je l'ai payé 50 €, je pense qu'il était nul. J'ai acheté pareil une webcam, mais pareil, elle était soi-disant 4K, mais pas du. Enfin, c'était pas du tout quali, en tout cas pas ce que. Enfin, comme là, vous avez à l'écran, quoi, pour ceux qui nous regardent. Et du coup, quand j'ai commencé à enregistrer, j'enregistrais, enfin j'ai galéré aussi à trouver les bons logiciels pour enregistrer. Au début je faisais ça sur QuickTime, je crois. Après j'ai découvert qu'il existait OBS. Enfin, au fur et à mesure j'ai découvert vraiment tout ce monde-là, prendre vidéo que je connaissais pas du tout. Et c'était galère parce que déjà je me supportais pas à la caméra, j'arrivais pas à parler, je bégayais, enfin il y avait rien franchement il y avait rien qui allait, c'était horrible. Donc la première vidéo je crois, au final je l'ai quand même faite, mais genre pour 10 minutes de vidéo j'ai mis genre 9 heures. Truc genre de malade, tu vois, genre Ouais. aujourd'hui ça m'arrive pas du tout de faire ça. Et c'est avec le temps, après il y a eu d'autres galères, enfin il y a eu plein de fois où je me suis pris des fous rires devant la caméra, où genre limite j'étais énervée, genre je cassais mon micro parce que j'arrivais pas à parler comme je voulais. Des fois où j'ai enregistré une vidéo, j'avais oublié d'appuyer sur record. Ah oui. Tu vois, ça s'est arrivé à tout le monde, moi une fois dans sa vie, une fois où genre je fais plein de vidéos, en fait le micro était pas connecté, donc pas de son. Tu vois, donc il y a eu plein de galères comme ça. Mais je pense, au plus le temps passait, au plus tu te, on va dire, professionnalises, entre guillemets. Pareil pour le montage, au début, c'était mais un enfer. Moi, pour monter 10 minutes de vidéo, il me fallait 4 jours. Enfin, c'était vraiment une galère. Et au plus le temps passait, au plus, je m'améliorais. Et après, j'ai décidé de déléguer une certaine partie. Donc, typiquement, tout ce qui est montage, maintenant, j'ai un monteur qui m'aide sur ça. La miniature, pareil, parce que moi, je faisais des miniatures, j'adorais faire ça.
Mais le problème, c'est que c'était moche. Enfin, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et moi, je mettais 4 heures à le faire et tout. J'étais trop fière, mais pas du tout. Enfin, ça allait pas, quoi. C'est pas mon métier, quoi. Je suis pas UX, UI designer. Enfin, je suis pas artiste. Ça marchait pas. Et donc, du coup, au fur et à mesure, tu te professionnalises, tu délègues. Pareil pour tout ce qui est... aujourd'hui, on tourne dans un studio. Moi, je tourne toutes mes vidéos aussi dans un studio parce que c'est plus pratique. Je pourrais le faire. J'ai la compétence. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai la compétence. C'est-à-dire que si demain, j'ai pas de monteur, je sais comment monter une vidéo, je sais quels sont les logiciels de montage, je vais galérer, mais je vais pouvoir le faire. Si demain, le studio est fermé, j'ai une caméra chez moi, j'ai un très bon micro chez moi, je peux tourner chez moi. Après, vraiment, maintenant, c'est une fois que tu sais tout faire, c'est plus du confort. Et de se dire voilà, j'ai envie d'être un peu plus professionnel, de rendre des contenus de meilleure qualité, et donc tu fais tout ça. Et tu recommanderais justement à des gens qui débutent de commencer par eux-mêmes avec ce qu'ils ont sous la main et de tester, et de se mettre à la création de contenu, de passer par toutes ces étapes, le montage, la lumière, tout ce qui peut être un peu difficile justement? Je pense que c'est important parce que c'est ça aussi, c'est là où tu vois si tu as vraiment envie de faire ça. Je veux dire, si tu commences et que tu vas dans un studio et que tout est hyper facile, etc., et tu t'enlèves toute cette complexité-là, à la fois c'est cool, mais à la fois, si tu passes pas par ça, enfin, comment savoir si c'est vraiment ton truc? Comment savoir si tu as vraiment envie de faire ça? Tu vois? Moi, je sais que ça, c'est un passage où ça m'a aidé à me dire, en fait, j'ai vraiment envie, parce que peu importe toutes les galères qui arrivaient, je continuais à essayer. Donc, je pense que c'est une bonne étape par laquelle passer. Après, pareil, ça dépend de la personne, ça dépend où elle en est. Moi, je conseillerais tout le monde à se lancer sur de la création de contenu. De toute manière, ça peut que aider à parler, à s'exprimer, à synthétiser ses idées. Donc, je trouve que c'est hyper cool. Le faire chez soi. Enfin, il y avait un dicton d'un rappeur qui disait si tu veux faire des films, t'as pas besoin d'un truc qui filme. Genre dire t'as pas de caméra ou de matos, c'est un truc de victime. Je crois que c'est Orelsan ou un truc comme ça. Je crois que je l'avais vu aussi, Ça j'avais avait- bien aimé. Mais oui. Dans une musique, il dit ça et c'est un peu vrai, tu vois. C'est que la plupart des gens se donnent des excuses en mode ouais, mais je vais pas faire de vidéos YouTube parce que j'ai une mauvaise caméra, j'ai pas le bon micro, j'ai pas ça, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont percé sur YouTube sans caméra, sans bon micro. Voilà, et puis, les choses, elles s'améliorent au fur et à mesure. Tu commences pas au top. Je veux dire, Taylor Swift, avant de faire Eras Tour, elle est allée, elle a enregistré en studio, elle a fait des musiques, elle a chanté peut-être dans des bars, etc. Quoi. Elle s'est pas lancée dans un stade. Voilà, c'est un peu la même chose. Tu te lances. Je pense que tu te lances pas comme ça. Au début, c'est mieux de passer par des petites étapes où c'est pas très quali, où tu apprends à parler, etc. plutôt que de lancer d'un coup. Moi, pour le coup, si sur ma première vidéo, j'avais fait genre 10K vues, ça aurait été un enfer pour moi. Je me serais cramée toute seule parce que ma première vidéo était dégueulasse, le son était dégueulasse, l'image était dégueulasse, ce que je disais n'était pas pertinent, mes idées n'étaient pas synthétisées. Franchement, il n'y avait rien qui allait, tu vois. Donc, j'ai fait genre peut-être 100 vues, peut-être moins. Tant mieux au final, parce que à la fois ça lance le truc, mais à la fois aussi ça te laisse le temps d'apprendre et de monter au fur et à mesure en compétences. Oui. Ça t'entraîne. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te regardent, donc tu n'as pas l'appréhension en fait du regard des autres, parce que c'est souvent ça qui peut bloquer les gens au-delà de l'aspect technique aussi. Ça, c'est une appréhension que tu as eue, toi, ou pas vraiment? Au début, je l'avais pas vraiment. J'étais un peu timide et tout, mais je me disais c'est pas très grave et tout, donc je l'avais pas vraiment. Mais au plus le temps passe, maintenant, au plus je l'ai. Genre, c'est un peu marrant de dire ça, mais... C'est bizarre, j'aurais dit l'inverse. Okay. Ouais, mais parce qu'aujourd'hui, tu vois, je sais que du coup, j'ai un peu plus de visibilité qu'avant. Et j'ai pas envie de me rater. Ouais, okay. Je sais pas comment dire, peut-être pas peur d'échouer, mais ouais, peur de dire une bêtise ou des choses comme ça. Après, ça arrive à tout le monde, mais aujourd'hui, j'ai plus peur de poster une vidéo aujourd'hui qu'il y a 2 ans, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je sais que cette vidéo-là, elle va être plus ou moins vue. Je sais que, par exemple, les gens pour qui je travaille dans la crypto peuvent tomber dessus. Je sais que j'ai entre guillemets, une petite réputation que je me suis fait et que j'ai à tenir. Et donc, j'ai plus d'appréhension. Ouais, ok. Et tu dirais que de l'idée de la vidéo jusqu'à la publication sur YouTube, ça te prend combien de temps environ ? Ça dépend. Alors, ça dépend vraiment les vidéos et ça dépend si je délègue aujourd'hui tout ce que je délègue. Mais en général, une vidéo, je dirais que c'est genre entre 2 et 4 jours de recherche et de script.
Ça dépend, franchement, ça dépend des sujets, mais par exemple, j'avais fait une vidéo sur est-ce que Solana c'est décentralisé ou pourquoi tout le monde déteste Cardano, des choses comme ça. Bah, ça, c'est des vidéos, c'est minimum 2 jours de recherche parce que, en fait, tu dois tout comprendre le projet de base. Que même si tu connais de nom, bah, tu connais pas dans les détails comment est-ce qu'il fonctionne. Et puis après, tu dois essayer de récupérer tout l'historique, etc., pour comprendre le déroulé de pourquoi les gens vont dire ça, telle chose ou telle chose. Donc ouais, 2 jours de recherche. Après, tu fais le script. Après, tu tournes. Donc moi, je tourne en studio. Après, j'envoie donc les rushs à un monteur. Il fait un premier montage. Il me renvoie ça. En parallèle, j'envoie des instructions à Minia Maker. Il me renvoie une première Minia. Je fais sur les deux des retours. Et après, on me renvoie une version finale. Après, je poste sur, enfin, je mets en ligne, je télécharge, etc. Et après, je lance. Et puis après, je fais la com derrière, où je repartage sur mon compte Twitter, etc. J'avais fait genre un long truc sur LinkedIn où genre j'avais marqué toutes les étapes une à une. Et genre, je crois il y avait genre 26 étapes. Enfin, un truc de malade, tu vois. Genre, si tu décortiques tout, genre petit bout après petit bout, bah, genre, c'est hyper long en fait. Et les gens se rendent pas compte. Donc, je pense à partir du moment où je me dis, ok, je vais faire cette vidéo jusqu'à ce que je la sorte, il doit bien y avoir un mois et demi. Après, les idées, enfin, je veux dire, quand j'ai sorti la vidéo sur Cardano, ça faisait au moins genre 4 mois que je pensais que je voulais faire, enfin, que j'avais eu l'idée de faire cette vidéo-là. Et c'est juste que je me suis dit, ok, bah en fait, je sais pas, là, je vais la faire maintenant. Il y avait eu un tweet en plus sur ça. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est now. Mais des idées, j'ai une liste d'idées, genre sur mon Notion. Je sais pas, il doit avoir genre 100 idées dessus, tu vois. Donc, Ouais, quand même. c'est impossible. Franchement, c'est impossible à tout faire. Donc, il faut... Enfin, moi, je fais les sujets que j'aime le plus. Voilà. Ok, mais en fait, on se rend pas compte que c'est du travail et beaucoup de travail. Et en plus, tu es salarié et tu as aussi un autre projet entrepreneurial dont on va parler tout à l'heure. Comment tu fais pour t'organiser? Est-ce que tu te dis, bah, du lundi au vendredi, je travaille pour Synapse, le week-end, je m'occupe, enfin le samedi, c'est Carlita Crypto, et le dimanche, c'est mon projet. Ouais, c'est hyper compliqué, pour être totalement honnête. Je pense pas avoir trouvé le parfait équilibre aujourd'hui. Surtout le parfait équilibre, l'équilibre entre Cardita Crypto et mon travail de salarié, je trouve que ça va. Par contre, l'équilibre, quand tu rajoutes la vie personnelle au milieu de tout ça, c'est un peu le bazar. Puisque du coup, bah, je travaille beaucoup et j'accorde moins de temps, on va dire, à mes sorties, etc. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que chez Synapse, je travaille donc en 39 heures, donc classique, en CDI. Donc je vais commencer le matin, je vais me lever en fait, je vais me lever le matin, je vais essayer de me lever genre quelques heures avant de commencer le taf pour pouvoir me préparer, mais aussi checker genre tous mes mails sur Carlita Crypto, si j'ai des demandes ou si j'ai des trucs, genre je sais pas, des posts que je veux préparer en amont ou une recherche ou une vidéo à regarder. Donc ça c'est le matin. Après j'enchaîne ma journée de travail qui se finit généralement sur les coups de 18h, 18h30, 19h, ça dépend le travail que j'ai à faire. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, j'essaye, si je suis en remote, je bascule direct. En gros, j'ai 2 ordis. C'est hyper important. C'est hyper important parce que ce qui fait que genre quand je suis sur mon ordi du travail, je suis sur mon ordi du travail et je peux rien faire d'autre. Et même si j'ai des pop-up ou des machins, ben, comme je suis sur mon ordi du travail, j'ai pas de pop-up pour Carlita. Et quand j'arrive à 18h30, 19h, je ferme mon ordi du travail, je prends mon ordi Carlita et là je recommence en fait une nouvelle journée entre guillemets. Donc je fais ça un peu le soir. Après, pas tous les soirs de la semaine parce que bah, du coup, j'essaye d'avoir une vie, on va dire, un peu personnelle. Et après, le week-end, en vrai, beaucoup le week-end. Genre, par exemple, le samedi et le dimanche, moi, je mets un réveil, tu vois. Alors, je le mets moins tôt que la semaine, mais je mets quand même un réveil. Bien un réveil. Ah ouais. Ouais. Et justement, Carlita Crypto, aujourd'hui, tu as une audience, tu es reconnu dans le milieu, les gens t'identifient bien. Ça a eu quelle influence sur ta vie professionnelle? Je veux dire, quand tu vas postuler pour un job, comme tu es identifié, est-ce que c'est quelque chose qui t'aide ou au contraire, est-ce que ça peut effrayer des employeurs ou des partenaires potentiels? Ça a fait les deux déjà. Donc ça a fait les deux. Je pense que ça aide puisque bah, quand quelqu'un te dit, moi du coup je suis social media manager, content creator, gross marketing, donc dans le marketing, le fait d'avoir cette chaîne YouTube, bah, quand on me dit ouais mais
est-ce que tu sais faire ça? Je dis, bah oui, regardez, j'ai déjà fait, je connais très bien ce milieu-là, etc. Donc, c'est un grand plus. Et puis, avoir, entre guillemets, cette mini-attention, je pense que je peux un peu level up mes compétences grâce à ça. Et à la fois, ça peut me desservir. Par exemple, je ne citerai pas le nom, mais j'ai voulu travailler pour une fondation d'une blockchain. Et en fait, ils n'ont pas accepté que j'avais cette chaîne-là. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas accepté. Ils l'ont plus ou moins accepté, mais dans le contrat, il aurait fallu que j'arrête de faire des vidéos sur ma chaîne ou que je ne fasse des vidéos qu'en relation avec cette blockchain-là. Ce qui, pour moi, était dénué totalement de sens. Et du coup, j'ai juste refusé et je suis passée à autre chose. Mais donc, ça peut faire les deux, ça dépend. Il y a des gens qui se disent en mode de, oh, trop bien et tout, elle va pouvoir nous aider sur tel sujet. En plus, elle a accès à telle ressource, etc. Et il y a des gens qui disent, ah ouais, mais si elle parle d'autre chose que de nous, c'est pas bien. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Non, je sais pas si c'est ça l'expression. Si, je crois C'est que ça, ouais. C'est ça. Mais bon, tu gardes ton indépendance et ta liberté de ton et surtout de choisir les contenus en tout cas les sujets qui Oui. te plaisent. Après, je suis très honnête, tu vois, je suis très éthique, je suis 100% transparente. Si, je serais jamais amenée à promouvoir un scam, etc. Je refuse de faire toutes les promotions de ces choses-là. Et puis s'il y arrivait à avoir un sujet dont je devais aborder, que je devais aborder sur ma chaîne YouTube qui sera en conflit d'intérêts avec mon travail, je préviendrai tout de suite, etc. Et je trouverai une solution. Moi, je pars du principe où, en fait, tant que tu es honnête et que tu es bienveillant et que l'employeur, entre guillemets, fait de même, ça match et du coup, c'est assez cool. Et du coup, pour le coup, Synapse a été ils ont été hyper ouverts sur ça et ils ont dit, bah voilà, pas de problème. Et dans mon contrat, en gros, je peux avoir cette chaîne YouTube et prendre des sponsors et des partenariats sur cette chaîne YouTube sans avoir à les concerter pour chaque chose que je dois faire. Et en même temps, de leur côté, c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît bien la crypto et qui est aussi reconnu aussi. C'est gagnant-gagnant. Oui, c'est gagnant-gagnant aussi. C'est ce que je dis, tu vois, plusieurs fois, ça m'arrive de faire des podcasts comme on fait aujourd'hui. Et du coup, je parle d'eux. Donc, potentiellement, ça peut aussi des fois faire effet boule de neige, etc. Donc, c'est assez cool. Ouais. Est-ce que dans ta vie de youtubeuse, il y a eu une vidéo en particulier qui a fait le buzz ou qui t'a vraiment lancé, entre guillemets? Je pense que c'est la vidéo sur Solana. C'était, je crois, Solana, la vérité choc, un truc comme ça. Mais en gros, ça parlait de est-ce que Solana est décentralisé ou pas. Je crois que je l'ai fait il y a plusieurs mois, mais non, peut-être 10 mois, un truc comme ça. Et c'était à l'époque, c'était après, donc il y avait eu la chute d'FTX. Et après, Solana a connu une période très tendue. Déjà, c'était, on va dire, c'était pas tendu, c'était une bonne blockchain, mais tout le monde disait qu'elle n'était pas décentralisée de par ses nombreux arrêts, etc. Et là, tout le monde se posait encore plus de questions sur ça. Et moi, j'ai voulu vraiment faire une vidéo où je deep dive ça, etc. Donc, cette vidéo, elle a beaucoup plu. Je pense que la communauté Solana est très active. Et parce que beaucoup dans le milieu de la crypto, il y a plein de rumeurs, entre guillemets, mais des fois, tu sais pas les expliquer, tu vois. Genre, moi, j'ai entendu plein de fois que les gens détestaient Cardano, que Solana, c'était pas décentralisé, mais quand tu dis aux gens, pourquoi? Ils disent, oui, ça arrête tout le temps. Je dis, oui, mais c'est à cause de quoi? En fait, de suite, il y a plus d'explications, tu vois, et ça s'arrête... tu vois vite que la personne, en fait, elle arrive pas à dire pourquoi et que en fait, elle a juste repris une phrase et que c'est une rumeur, quoi. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de comprendre, en fait, moi, pourquoi. Et donc, la vidéo qui me marchait, c'est celle-là. Ouais, ok. Et donc, en parallèle donc, de ton job de salarié et ta chaîne YouTube, tu as un autre projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Yes, du coup, j'ai toujours, on va dire, mais beaucoup plus sur le côté. Et du coup, j'en ai pas trop parlé justement dans l'équilibre, puisque de mon travail avec ma chaîne YouTube et tout, puisque aujourd'hui, il est complètement... il est 100% sur le côté. Je pense que ça fait au moins 2 mois que j'ai pas taffé dessus. Mais c'est un projet qui s'appelle Ispera, qui a pour but de sécuriser la collaboration entre les marques et les influenceurs de par un service sur la blockchain. Et donc, ce projet-là, je l'ai monté avec XRPL Commons, que Julien, ici présent, a aussi fait.
Et après, j'ai pitché le projet devant Cube3, qui est un incubateur. Et d'ailleurs, je sais pas, je fais ma promo en même temps, mais j'ai fait une vidéo sur ça. Et Donc, on l'a vu. vous l'avez vu? C'est cool alors. Ça vous a plu? Oui. Oui, ok. Parce que voilà, j'ai fait une vidéo complète sur ça, sur exactement ce que c'était le projet. Et voilà. Aujourd'hui, c'est juste que je pense que c'est un bon projet. Je pense qu'il y a du potentiel. Mais j'ai pas le temps de m'y consacrer à 100%. Donc, je reviendrai dessus d'ici quelques mois, très certainement. Et juste en 2 mots, si tu peux nous le pitcher en une phrase ou deux. En 2 mots, ouais, c'est sécuriser la collaboration entre les marques et les influenceurs. Donc en fait, c'est juste aujourd'hui, il y a des influenceurs qui malheureusement ne sont pas payés par les marques qu'ils ont promues. Et il y a des marques qui payent des influenceurs et qui au final ne font pas la promotion dont ils avaient promis. Et donc pour sécuriser en fait le paiement et on va dire la délivrabilité du contenu, on passe par la blockchain, donc en fait par un escroc ça s'appelle, donc c'est un service qui va retenir l'argent le temps que l'influenceur délivre le contenu, etc. Donc en gros, genre pour simplifier pour les gens qui connaissent pas, c'est un peu comme un Malt ou un Fiverr, sauf que c'est complètement décentralisé et que ça s'appuie sur la technologie de la blockchain. Et que ça sécurise la qualité de la prestation et les intérêts de l'influenceur ou du créateur de contenu. Exactement. Et que c'est vraiment du coup spécialisé sur, pas sur du freelance, mais sur du marketing d'influence. Ok. Voilà. C'est quoi, si on revient sur ta chaîne YouTube, c'est quoi pour toi l'avenir de la chaîne Carlita Crypto? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de développer? Est-ce que tu veux continuer à parler d'actualité ou justement nous faire découvrir des blockchains comme tu l'as fait pour Cardano, pour Solana, pour d'autres? Aujourd'hui, l'avenir de Carlita Crypto, c'est une bonne question. Je pense que je vais revenir en septembre en essayant d'être le plus régulière possible. Là, j'ai testé pas mal de choses. Je commence à comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Je commence à trouver, on va dire, une sorte d'équilibre. Donc, c'est de revenir avec cet équilibre-là et de continuer à faire des vidéos sur des sujets crypto qui me plaisent, mais qui plaisent aussi aux gens. Parce que des fois, il y a des trucs, il n'y a que moi qui regarde ça, alors que d'autres fois, il y a des trucs qui sont un peu plus mainstream. Et moi, ce que je veux avant tout, c'est aider, démocratiser, vulgariser, aider les gens à comprendre qu'est-ce que la crypto ou des concepts spécifiques dans la crypto. Je fais pas tant des vidéos d'actualité que ça aujourd'hui. J'ai pas la vocation à en faire non plus. Je pense qu'il y a des chaînes qui en font tous les jours, qui font des vidéos par exemple tous les jours, qui sont beaucoup mieux placées pour faire ça. Et si vraiment vous voulez suivre des actualités, il n'y a rien de mieux que Twitter. Les vidéos c'est bien, mais voilà, il y a un temps de latence entre le moment où il y a une actu et la vidéo. Même s'il y a des gars qui font vraiment une vidéo chaque jour sur les actus, qui sont très bien faites. Moi, j'ai pas vocation à faire ça du tout. Pour moi, c'est plus si tu as regardé une de mes vidéos et qu'à la fin, tu as appris quelque chose de nouveau. Pour moi, j'ai gagné en gros, pour moi, je pense que j'ai réussi ma mission. Voilà, c'est en gros, c'est mon seul but, plus ou moins. Donc, je vais continuer à démocratiser, à vulgariser la crypto, quoi. Trop bien. Top. Et c'est quoi ta secret sauce? C'est quoi qui a fait que tu as explosé et que ça a très bien marché pour toi, en fait? À ton avis, hein? Alors, c'est quoi ma secret sauce? À la fois, c'est hyper difficile comme question. Surtout que moi, pour moi, j'estime que je suis pas du tout encore au niveau où je me dis, ok, là j'ai réussi, là je suis successful, etc. Je suis très loin de ça. Pour moi, je viens de capter l'attention et c'est maintenant en fait que je vais essayer de devenir plus mainstream et d'avoir plus d'audience, etc. Mais si je devais pour l'instant dire ma secret sauce qui m'a permis de capter cette attention, etc., c'est je pense mon caractère. Je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais mon caractère, ta personnalité. Ouais, ma personnalité. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me l'ont dit, le fait que déjà je sois hyper positive et que je sois passionnée par le sujet. Et apparemment, quand j'en parle, surtout à des gens qui sont pas dans la crypto, tout le monde me dit mais
t'es passionné de ouf et tout. Et enfin, c'est marrant parce que je m'en rends plus compte aujourd'hui, étant donné que c'est mon métier et que enfin, je baigne dans ça. Et tous les gens me disent, mais c'est ouf et tout. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est sûr que tu vas réussir et tout. Genre, ça s'entend, ça se voit, la manière dont tu parles, la manière dont tu expliques les choses, dont tu expliques ce que tu as envie de faire. Et donc, je pense que ouais, c'est vraiment le mindset, en fait. Qui fait que quand on est dans un bon mindset et qu'on veut réussir, mais on réussit. La Ouais. positivité, quoi. Ouais, complètement. Et il y a aussi bah, ta personnalité. En fait, les gens suivent. Il y a ton contenu qui est super qualitatif, mais il y a toi en fait. En fait, les gens ils vont plutôt te suivre pour toi, pour ce que tu représentes, parce qu'au final, il y a entre guillemets plein de youtubeurs. Et pourtant, il y a des gens qui vont plus décoller que d'autres, il y a des gens qui vont plus attirer l'attention que d'autres, et c'est beaucoup la personnalité qui joue, je Ouais, pense. c'est beaucoup là. Je suis assez d'accord avec toi. Dans le marketing, c'est ce qu'on voit beaucoup, tu vois. C'est que au final, les gens, ils s'accrochent pas sur un créateur de contenu pour juste son contenu, mais aussi pour la personnalité. Et c'est pour ça que si tu regardes sur YouTube, en général, les gens, quand ils ont une chaîne YouTube, ils ont quand même Instagram, TikTok, Twitter, etc. à côté, parce que c'est ce qui leur permet de partager, on va dire, des vrais moments de vie, des vrais moments naturels, etc. Bon, et ben merci pour cette overview, on va dire, de Carlita Crypto et puis de toi aussi, de toutes tes Ben, activités. merci à vous. On a été ravis de t'avoir. Donc, tu nous as dit qu'il y avait des choses qui arrivaient. C'est plus de régularité à la rentrée. C'est quoi? C'est une vidéo par semaine? C'est deux par mois? Ce sera C'est quoi? 2 vidéos par mois. D'accord. Ok. Donc, tous Ouais. les 15 jours, on retrouve la nouvelle vidéo de Carlita Exactement. Crypto. Où est-ce qu'on peut te suivre, à part YouTube? Sur Twitter, c'est là où je suis le plus active. Après, bien sûr, j'ai Instagram, TikTok. Enfin, vous marquez Carlita Crypto, vous me trouvez partout. Mais sur Twitter, c'est là où je suis le plus active. Et pour les gens qui envoient des messages aussi, c'est là où je réponds le plus. Je réponds à tous mes messages. Pour l'instant, je le peux encore. Donc, je le fais. Super, trop trop bien. Bah, merci Carlissa ou Carla. Merci Julien. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok, Twitter avec le compte SecretosXYZ. Merci beaucoup. Merci. Merci.